filles. Comment ça va? Chocolat. Ah, sérieux? Le cheval, tu lui redonnes pas? ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عبيد الترك المعبود يا قلوب الحجر، قلوب طايشة مليانة الخضر، سلسلة القبور وها الحق أمام المنكر، بخلص الصخر من هم البحر الشاق، والرياح العاصفة هجرت الباب والرعد، هذه صخرة جامدة وعوافي جامدة وظهر الريح هامدة. هذا مهما زوين غض هذا ما يرد عليه ولم يعبد الله. لا دواء يداوي، حسبت 10 و10 عرفها شحال تساوي. القرن الحين هذا عايشين عيش الدباغ والرصانة، قال الفرق عظيم بين التفاح والرمانة، اش من الفرق بيننا وانت وانا. En 1958, avec le décollage d'une caravelle d'Air France, mes parents avaient décidé que nous quittions le Maroc à jamais pour émigrer au Canada. En quelques minutes, nous abandonnions derrière nous 2000 ans d'histoire. Enfin, on avait su poser les questions du pourquoi de ce départ. 26 ans plus tard, adulte, cinéaste, je décidai de retourner dans mon pays d'origine, à la recherche de ces terres, à la recherche de ses ancêtres, à la recherche du temps perdu. Né à la porte du Sahara, dans une ville du sud marocain, mon enfance est remplie d'images de ces êtres mi-berbères, mi-noirs, qui apparaissaient sur leurs chameaux tels des mirages surgissant derrière les dunes de sable qui bordaient ma ville. Aussitôt qu'ils s'étaient approvisionnés dans les souks, les nomades s'éclipsaient à nouveau vers le désert, emportant avec eux nos imaginations d'enfants. Mes parents avaient décidé de me séparer de ses frères de sang pour m'occidentaliser, alors qu'eux résistaient encore aux assauts de l'extérieur.
Ce désert, c'est les racines africaines du Maroc. Lieu de jonction avec le reste du continent noir, c'est ici qu'est née, 12 siècles plus tôt, la nation marocaine. Aujourd'hui comme hier, c'est dans cet océan de sable, de pierre, que va se jouer l'avenir du pays. Dès 642, avec le Coran comme seul étendard, les musulmans vont porter la parole du prophète aux confins des continents, ne s'arrêtant en Afrique qu'aux rives de l'Atlantique. Après les occupations phéniciennes, romaines, vandales, seul l'islam sunnite, à la fois orthodoxe et tolérant, trouvera écho chez les populations berbères, premiers habitants de ce Maghreb el-Aqsa, pays de l'extrême Occident. Ayant grandi dans un Maroc colonisé, on ne m'a jamais enseigné l'histoire de mon pays. J'ai dû me la fabriquer à partir de faits glanés à droite et à gauche, un amalgame de légendes, de fantasmes, d'images et de préjugés. Ce que plus tard que j'appris et compris la complexité dans laquelle mon pays devait être. ونشهد أن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له عبده ورسوله المبرور صلى الله حي على الصلاة. هذا الباب هو باب الزاوية القديم اللي كل حد جاي داخل زاير. C'est dans des zaouïas comme celle-ci que tout a commencé. Ces académies religieuses furent les lieux de formation et de mobilisation d'où partiront 5 des 6 dynasties qui façonneront la nation marocaine. La dernière, la dynastie alaouite, née dans la rigueur de ce désert 1650, règne encore aujourd'hui sur le Maroc. Comme s'il était à lui seul le détenteur de tout l'islam, ce gardien de Zaouïa semble éternel. Dans mon enfance, les hommes comme lui nous fascinaient. Ne sachant pas ce qui se passait derrière l'enceinte de ces murs, nous étions convaincus qu'ils possédaient des pouvoirs surhumains et qu'ils entraient en contact avec les êtres de l'au-delà. L'oxygène du Maroc est devenu l'islam. Un souhait, une incantation, une octet est devenu prétexte à évoquer le nom d'Allah. Repoussant les appétits territoriaux des Européens et des Turcs, c'est, au début du siècle, un Maroc isolé et divisé qui confrontera sur le champ de bataille une France expansionniste, symbole du nouvel âge industriel. من يكون هنا في هذه الشريعة ثم كذلك هذول البلاس كاملات ملانين من كتب الفقه القرآن الكريم الحديث النبوي الشريف كذلك هذول الشراجم هم جايين من En 1912, la France sera en mesure d'imposer au Maroc un protectorat, par lequel elle sera libre d'introduire toutes les réformes qu'elle jugera utiles. Le maréchal Lyautey, qui aura le mandat avec son armée de pacifier le pays, reconnaîtra que nous sommes loin d'avoir affaire à des populations primitives, barbares et passives. Mais en une décennie, la France allait tout de même happer la génération de mon père. Marocain honteux, il allait tourner le dos à cette culture pour glorifier la française. Il irait contre l'insalubrité et l'analphabétisme du Maroc
Jean Gabin, voiture Citroën et la voix chaude de Mistinguett que la France lui offrait, le choix ne devait pas être très compliqué. Entre un Maroc déchiré par des si bas rébellions internes et une Europe conquérante et verte sur le XXe siècle, qu'aurais-je choisi moi-même? Qu'est devenue depuis la Madelon jolie des années 16? A-t-elle toujours les yeux étonnés d'être si bleus, la taille à l'aise? A-t-elle toujours ce geste de la main un peu leste pour dire sois sage à ses amis d'un jour, amoureux des contours de son corsage? Dans quel village est-elle, loin de sa clientèle, dans quel contrée? Sous le ciel de quelle ville vit-elle encore agile ou retirée? Est-elle passée près de moi dans la rue quelquefois, mon cœur en tremble? A-t-elle dans sa famille, qui sait, une jolie fille qui lui ressemble? En voyant hier soir au ciné une histoire de ce temps surné, je me disais qu'à notre âge atomique, il est triste que cette époque devienne comique. Et j'allais au hasard dans les rues, retrouvant des images disparues de mon enfance, de la jeunesse de mon père, de ma mère et aussi de la guerre. Une de mes plus grandes joies d'adolescent était de quitter les bancs usés de l'école française pour aller les jours de fête en famille à la ferme que possédaient mes grands-parents. La menthe fraîchement cueillie taquinant l'odorat, le miel dégoulinant sur un pain encore chaud, des arbres chargés de figues fraîches berçant au vent d'été du circo. Les grands-parents n'étaient pas propriétaires d'une ferme, ils étaient les détenteurs du jardin d'Éden, oublié par Dieu, sur terre, au pied de l'Atlas. Quand elle s'installe au Maroc, la France y trouve un pays de 4 millions d'habitants, la grande majorité vivant en milieu rural. Villes nouvelles, barrages, ports commencent à surgir de terre. Les banques et les grandes compagnies s'installent et investissent. Les colons européens prennent possession de vastes domaines agricoles. Entre-temps, le paysan marocain, pourvoyeur des siens, continuera bien au-delà des années 50 à défricher la terre par le simple soc de sa charrue. S'il résiste par le seul poids de la tradition, le paysan sait scrupuleusement sélectionner chez l'Européen ce qui l'enrichira. Des générations entières de Marocains seront éduqués à la française. Ces connaissances acquises permettront plus tard à ces mêmes enfants devenus adultes de demander de compte à l'État français.
En fait, la résistance à la colonisation ne cessera jamais au Maroc, sinon pour laisser place à la Deuxième Guerre mondiale. En 1927, il aura fallu 2 ans aux armées françaises et espagnoles pour amener dans les massifs montagneux du Rif les troupes rebelles d'Abdelkrim à abdiquer. Cette même année, les Français imposent sur le trône chérifien un jeune sultan, Sidi Mohamed Ben Youssef, dit faible et influençable. De culture exclusivement arabe, parfois indécis, Sidi Mohamed se révélera, l'exercice du pouvoir aidant, un grand chef d'État. Commandeur des croyants, puisque descendant d'Ali et de la fille du prophète, digne ancêtre de cette dynastie alaouite, Sidi Mohamed apprit à composer avec la France sans pour autant céder aux pressions colonisatrices. Né le 9 juillet 1929, le fils aîné du sultan Sidi Mohamed portera le nom de son illustre aïeul. Moulay El Hassan, 35e descendant du prophète, sera élevé et éduqué pour exercer le métier de roi. Le fils aîné du sultan, Hassan, était souvent montré en photo sur les premières pages de nos journaux. Enfant modèle pour nos parents, il nous est souvent cité en exemple. Si l'on connaissait Sidi Mohamed, père, la mère de Hassan était tenue à l'écart de nos yeux. Nos imaginations voguaient alors sur une interprétation spirituelle. Sidi Mohamed recevait ses enfants directement de Dieu. Ou celle plus précoce de nos fantasmes, le roi possédait un harem et ses enfants étaient aussi nombreux que ses femmes. Ce n'est que plus tard que je compris l'une des plus grandes subtilités qui permit aux dynasties de faire l'unité du Maroc. Afin de lier éternellement berbères et arabes, le roi devait épouser dans l'anonymat une femme du peuple, d'origine berbère, qui lui donnerait ses héritiers. Cette tradition, vieille de 12 siècles, se perpétue encore aujourd'hui. Lorsque mes parents nous amenaient en vacances à Marrakech, l'habitude voulait qu'attablé à la terrasse d'un café, j'attendais impatiemment qu'apparaissent les saltimbanques. Bouche bée d'admiration derrière mon Coca-Cola, je regardais ces amuseurs publics, convaincus qu'ils étaient des magiciens venus d'un autre monde. 30 ans plus tard, comme pour leur signifier ma complicité d'antan, je retournais les voir pour partager avec eux un bout de leur sort quotidien. Les Gnawa, descendants des esclaves guinéens, troubadours publics de père en fils, chantent de longues mélopées qui comptent les joies et malheurs du petit peuple. Les miséreux ont eux aussi créé et perpétué leur propre dynastie. Fondée au XIe siècle, maintes fois capitale du royaume, Marrakech, berbère et guerrière, est la rivale tantôt violente, tantôt pacifique de Fès, l'arabe et la lettrée. En suivant Ibrahim et son fils, des bris de souvenirs me reviennent. Marrakech, c'était les levées de soleil, ce parfum de mimosa et de fleurs d'oranger, ces maisons au carrelage mouillé et aux volets clos, qui tentaient en vain de repousser la chaleur étouffante venue du désert. Marrakech, c'est aussi la partie berbère, moi, celle qui me vient par ma mère. Lorsque mes parents se chamaillaient, mon père exacerbé finissait par accuser ma mère de chleu, de berbère. Avec ce dernier mot, il avait tout dit. Composant 60% de la population marocaine, les berbères sont ici chez eux. Fiers, têtus, indépendants, ils ont su donner à Marrakech le visage de leur âme. والله هذا عكس اللي درتي معايا
Côtoyant aujourd'hui cette foule mouvante, véritable fourmilière humaine, je retrouve les mêmes sentiments. Une euphorie unique que cette place toujours provoquée en moi. Le sens d'appartenir, d'être un avec tous. Mon cousin qui habitait Marrakech décida un jour pour m'épater de se déguiser en gnawa. Après une maigre journée où nous avions ramassé à peine quelques francs, on alla à Jama El Fna afin de mieux étudier l'art des jeunes gnawa. Humilié mais en extase devant tant de talent, on ne put s'empêcher de remettre au gnawa, en guise de don, notre recette de la journée. Ces quelques sous, 30 ans plus tard, cet autre gnawa ressemblant à celui de mon enfance les quémande. Et c'est de cela que les siens vivront ce soir. Mais est-ce le bruit, les odeurs, la pauvreté, la promiscuité? Montréal, avec ses rues calmes et enneigées, me semble si loin d'ici. Alors que me confronte sans pudeur, à cœur ouvert, cette cour des miracles, miroir du Maroc aujourd'hui. Au milieu de cette foule suffocante, je me sens seul. La réalité semble glisser sous mes pieds. Le temps virevolte. Les années s'entremêlent et s'entrechoquent au gré d'une mémoire dont je ne contrôle plus le débit. عبيد الصنك المعبود يا قلوب الحجر قلوب طايشة مليانة بالغدر سلسلة القبور وها الحق وها المنكر الخز والصخر من هنا بحرشكا والرياح العاصفة هدرة البرق والرعد ما بين صخرة جامدة ووافي زاندة صهد الريح هامدة هذا بمهماز وينغص هذا ما يرد عليه لا دوا داوي شطر 10 و10 عرف اش تساوي قرن 20 هذا عايشين عيش دبانة في البطانة راه الفرق عظيم في التفاح والرمانة واش من الفرق بين انت وانت وانا. En 1947, Sidi Mohamed revendique pour la première fois officiellement l'indépendance pour son pays. Du même coup, le monarque enlève à l'unique parti nationaliste, l'Istiklal, le monopole de la lutte pour la libération nationale. Lorsque le sultan se rend en France à bord du croiseur Georges Lègue, ce n'est pas uniquement pour des raisons protocolaires. Il se plaint du résident général Juin, qui se comporte comme si le Maroc est non un protectorat, mais une colonie. Le sultan, un simple haut fonctionnaire au service de la République. Sidi Mohamed soumet alors au président Vincent Auriol que seule une réforme de structure qui mettrait fin au régime de protectorat peut donner au rapport maroco-français une base plus solide et plus saine. La réponse du gouvernement français sera une fin de non-recevoir. Mais la forme est sauve. À 20 ans, le prince Moulay Hassan reçoit de l'université de Bordeaux son diplôme de droit. Par lui, le trône alaouite signifie à la France que la relève moderne est arrivée et que les Marocains sont prêts, avec ou sans leur consentement, à reprendre en main les destinées de leur pays. De l'IOT au Maroc, il ne reste plus qu'un nom de lycée. Les mêmes professeurs qu'à l'époque du protectorat et dispensent les mêmes cours à leurs concitoyens, ainsi qu'à l'élite marocaine, qui aujourd'hui se fait un honneur d'éduquer ses enfants à la française. On va préparer un commandement unique. Ce commandement unique, on le confie au général Foch. Le front est bousculé, les Allemands arrivent à 60 km de Paris. Cette dernière ruée allemande a été déclenchée avec une grande soudaineté, avec un grand secret de la préparation. Dans les années 50, pendant que le nationalisme marocain prenait forme, l'école s'empressait de bourrer nos crânes d'enfants sur la suprématie de la France. Ayant appris que mes ancêtres étaient gaulois, ma génération allait grandir des étrangers dans leur propre pays. Le 20 août 1953, des chars blindés encerclent le palais royal.
Refusant d'abdiquer, ses revolvers au dos, Sidi Mohamed est exilé à Madagascar. Faisant son complice du pacha berbère de Marrakech, le Laoui, la France tentera de diviser le peuple en semant la discorde entre arabes et berbères. Le parti de l'Istiklal lance alors un mouvement de protestation violent à travers le royaume. La violence fit irruption dans ma rue. Je crus d'abord à un jeu. Mais lorsque devant moi l'asphalte se déchiquetait sous le choc des cocktails Molotov, lorsque derrière les rideaux entr'ouverts de ma chambre, j'observais dans la nuit les tentes prendre possession de ma rue, je commençais alors à saisir qu'entre les leçons d'histoire de France qu'on me dispensait l'école et la vraie vie au Maroc, il y avait un écart que la violence était en train de combler. Créée en l'an 809, Fès, capitale spirituelle du pays et berceau du nationalisme, est la plus prestigieuse cité de l'islam médiéval. Fès, enchâssée dans ses remparts, ne se livre pas dès l'abord. Dans ce décor moyenâgeux, bruit, parfums, mouvements et couleurs s'entremêlent pour créer une douce ivresse. Fès, c'est une ville européenne qui a traversé le continent. C'est l'Andalousie en Afrique. En 818, 10 000 familles musulmanes chassées de Cordoue puis de Kérouan sont installées pour donner naissance à ce qui deviendra le cœur religieux, spirituel et culturel du royaume chérifien. C'est encore sur cette place séraphine que travaillent toujours tauliers, artisans, ferblantiers qui, de père en fils, perpétuent la tradition de l'art hispano-arabe. Je me souviens, mon père m'amenant un jour à Fès, l'arrière-boutique d'un de ses camarades. Il me confronta avec l'idée d'être soit bijoutier comme son ami, ou tailleur comme lui. Je lui dis que je préférais être photographe. J'en fus qui pour une bonne gifle. Photographe, ce n'était pas un métier d'artisan, c'était du charlatanisme moderne. Messieurs, dames, vous êtes dans le quartier des tannages le plus grand à Fès. C'est le métier le plus dur, le plus... Depuis la déposition de Sidi Mohamed, le Maroc était devenu un brasier ardent. L'escalade avait transformé le pays en un champ de bataille miné. La guerre d'usure était bel et bien engagée. Alors que la France exhibait les épouvantails du bolchevisme et du communisme, le peuple répondait par un seul slogan: Istiklal, indépendance. Dans des bains d'eau et de la chaux, une semaine, 2, 3, jusqu'à un mois. Et puis on enlève les pots pour gratter et on levera les entrées, les pains. De là-haut, c'est plus joli, hein. Combien de fois dans les shops de tailleurs de mon père, ai-je été le témoin silencieux de ces Français qui, se faisant faire un costume, clamaient tout haut, avec arrogance, l'indépendance ne se ferait jamais, et que tous ces ratons, ces bougnoules et ces bicots seront bientôt matés comme des chiens. Aujourd'hui, face à cette France métamorphosée en touriste docile, le souvenir doux amer de cette époque pas si lointaine persiste. Mais le temps me joue des tours. Comment s'expliquer le lot actuel de ces tanneurs, trop jeunes pour avoir connu le protectorat? Leur condition est aussi dure à supporter que c'est l'époque où l'on pouvait accuser le colonisateur d'être la source de tous nos maux. Ces images exactes, je me souviens les avoir vues sur l'écran du cinéma Apollo où je passais mes dimanches après-midi. Devant des spectateurs sceptiques et muets, la voix du commentateur clamait que la nation protectrice avait décidé que nous aurions un autre sultan et que son nom était Mohamed Ben Arafat. De descendance berbère ou fuyant l'inquisition espagnole, l'histoire du Maroc ne saurait être racontée
sans parler de ses citoyens d'origine juive. Marocains à part entière, la France, en leur offrant l'émancipation, s'assurera de les éloigner de leurs frères musulmans. Forts de 250 000 âmes, ils ne sont plus aujourd'hui que 12 000. Pourtant, personne, ni eux ni les Arabes, ne semble avoir souhaité leur départ vers Israël, la France ou le Canada. Leur exode est sans doute le résultat des effets convergents de la montée du nationalisme arabe et de la création de l'État d'Israël. Ils sont en pays musulman, vitrine, la seule au monde, du rêve d'une coexistence judéo-arabe. Toujours en tête de mon passé, le hasard fit que sans le chercher, je retrouvais un cousin de mon père et son meilleur ami d'enfance, Aaron. Vous avez maintenant des sœurs? J'ai 3 sœurs, je suis marié. Ah, bien, c'est bien. Eh bien, attends, vous avez des enfants? Un enfant, un garçon. Eh bien, voilà qu'il est grand-père. Moi, je me suis marié sur le tard, âgé. Il est atteint 40 que je suis marié. Vous étiez pas marié avant? Non. Alors, voilà, c'est le hasard a voulu. Mais jusqu'à l'âge de 73 ans, 74 ans, je n'étais pas marié. Eh ben, vous êtes un vieux garçon, alors? Voilà, j'étais un vieux garçon, maintenant. Et dire qu'il n'y a pas longtemps, nous étions des gamins. On se baladait tous les soirs. On avait l'habitude d'aller, par exemple, au Mella, d'un côté à l'autre. Vous savez, on était au Mella tout seul. Pas seul arabe. Maintenant, il n'y a plus que juifs au Mella. Écoutant d'une oreille distraite ce guide qui me présentait la face officielle du Mella, je laissais traîner mon imagination sur chaque pierre, chaque balcon, chaque maison où ma famille avait vécu. On a toujours vécu, bien sûr, on a tous notre génération, on est tous nés ici et on a vécu. Enfant du sud marocain, mes souvenirs de Fès, bien que fort riches, se limitaient à 2 visites. Ma première piqûre de guêpe et la mémoire fertile de mon père, né dans cette île, qui sut m'en communiquer l'amour, en meublant l'imaginaire de mon enfance. De se servir des commerçants turcs. أنا راني صابر نستنى وبالك لا تنساني ويلي ويلي. Comme en pèlerinage, je refaisais le trajet que des membres de ma famille avaient dû suivre quotidiennement à d'autres époques. À chaque pas, j'ai eu l'impression de remonter le cours de l'histoire. J'arrivais de nuit avec des bougies allumées, chantant la chanson arabe. Et la jeune mariée, le défilé, entrait là, une partie du cortège entrait, l'autre attendait ici, puis après le bain, de nouveau le même cortège, le même chant avec des bougies, la jeune élevée retournait chez elle. Mes ancêtres ont survécu ici, parfois dans la peur, parfois dans la tolérance, dépendant de la relation qu'ils avaient avec le sultan protecteur. À chaque image, sur chaque visage, il me semble reconnaître mon père, un oncle, un ami de la famille. Nous sommes ici dans la rue de Fessine, une des plus anciennes du quartier. Et là, juste au bout à gauche, vous voyez cette petite porte, c'est la porte de la plus ancienne synagogue du quartier, qui s'appelle d'ailleurs synagogue des Fassim. Probablement parce que les fidèles ici étaient les plus anciens Fassim, les plus anciens habitants de la communauté de Fès. C'est devenu malheureusement maintenant un atelier, on voyait un atelier de tissage. Tout comme à Marrakech, par choc violent et inattendu, le Maroc d'aujourd'hui m'extirpe du souvenir pour me confronter au présent. D'âge scolaire, ces fillettes, pour subvenir aux besoins de leur famille, travailleront 12 heures par jour dans cette synagogue affectée, fabriquant des tapis pour ces riches marchands de Fès. Comme une constante sans fin, la misère renvoie dos à dos le présent et le passé. Mais et pourquoi vous êtes parti quand les Marocains ont eu leur indépendance? J'ai jamais su pourquoi mon père a décidé de partir. Et alors, je lui dis, je ne sais pas. Depuis qu'il est parti, il n'a jamais écrit, il n'a jamais rien dit. On ne sait jamais. On n'a jamais eu aucune nouvelle de lui.
Si un message faire à mon père, quel message voulez-vous que je Eh bien, je lui dis que je suis content d'avoir connu son fils et que je ne l'ai jamais oublié. Je suis content de vous avoir connu, d'avoir eu des nouvelles de lui, de savoir qu'il est encore vivant. Et je lui souhaite beaucoup de bonheur, une longue vie, etc. Je serai heureux de le revoir. Eh bien, je vous souhaite la même chose. Ouais. Voilà. Il y a d'autres tombes bâtiments par ailleurs. Je transmis à mon père qui reçut avec joie le message de son cousin Aaron. Mais sans le savoir, lorsque pendant ce voyage j'étais allé à la découverte des tombes de mes ancêtres, je ne savais pas qu'un an et demi après, mon père allait mourir, premier de sa lignée à être enterré au Canada, loin du Maroc, loin de la terre où il a vu le jour. Arrière-grand-père, et son fils, votre grand-père, à notre fils. Ah voilà. Voilà, Maclou. Maclou, c'est votre grand-père. Benjamin doit être à vous. Un grand romain. حيا على الصباح Si le rassemblement est strictement interdit pour les musulmans marocains, la mosquée fut vite un lieu privilégié de rencontre. L'Européen ne pouvait pénétrer en ces lieux sans profaner. Alors, très vite, les mosquées du royaume devinrent les lieux privilégiés pour fomenter la lutte insurrectionnelle contre l'oppresseur. Le 11 septembre 1953, alors que le nouveau sultan Arafat sera à la mosquée pour prier, il est attaqué par un jeune nationaliste fougueux. Manquant de justesse l'assassinat, le geste d'Allah Ben Abdallah allait déclencher chez le peuple, même non politisé, une fureur trop longtemps réprimée. Le mot d'ordre était lancé. La réplique française fut tout aussi violente, dirigée par ce même général Guillaume qui s'était juré de faire manger de la paille aux Marocains. Face au danger, même la culture devint un outil de résistance. Deux civilisations s'opposaient, deux mondes se confrontent. Nous nous sommes trouvés en face d'un empire historique et indépendant, jaloux à l'extrême de son indépendance et rebelle à toute servitude. Jamais ces phrases écrites en 1916 à propos du Maroc par le proconsul maréchal Lyautey n'avaient semblé aussi justes. Mais Lyautey écrira aussi « La plèbe et la muverie française s'en donnent ici à leur joie ». Combien de temps encore la France s'obstinerait-elle à affirmer sa supériorité sur cette nation vieille de 12 siècles ? Lorsqu'il était encore au pouvoir, Si Mohamed avait aidé à réorganiser la célèbre Karawine de Fès, université théologique fondée au IXe siècle, gardienne farouche de la foi et de la tradition, la Karawine s'avéra une pépinière de résistants qui, n'ayant jamais accepté l'acte sacrilège que fut la déposition du souverain, travaillera sans relâche pour son retour.
Ce jour du 16 novembre 1955, j'étais un dans cette foule en liesse. Je me souviens clairement de cet instant où l'avion ramenant le roi fit irruption dans le ciel marocain. Pour la première fois, le Maroc tout entier, comme un cri du cœur retenu trop longtemps, se mit à hurler « Ahya Malik !» Vive le roi. La France, déjà embourbée en Algérie, finit par céder à la résistance de tout un peuple. Le retour du sultan Sidi Mohamed en 1955 précédait l'indépendance et la réunification des Marocs français et espagnols. C'est ainsi que devait prendre fin une parenthèse de 44 ans dans l'histoire de la nation marocaine. La France laissait derrière certes des cicatrices, mais aussi un pays moderne avec toutes ses infrastructures. Le temps de la réconciliation était arrivé. Le Maroc veut son indépendance, c'est un fait. Et je suis sûr que ce n'est pas la France. Elle ne pourrait pas le faire sans renier son passé et ses traditions, que ce n'est pas la France qui nous renierait notre droit à l'indépendance. Mon peuple, mon jeune peuple, qui a été auprès de vous et qui restera auprès de vous, compte sur la France, compte sur les Français, compte sur leur intelligence et compte surtout sur le patrimoine commun de nos deux civilisations pour que nous réussissions l'expérience que nous sommes en train de tenter, car nous ne pouvons pas nous permettre de la manquer. Le peuple, uni dans sa lutte contre le colonisateur, ne laisse pas de répit au nouveau pouvoir. Il commence à poser des questions, à faire des comptes. Sidi Mohamed répondra, l'indépendance n'est pas une fin, mais un moyen. Il ajoutera pour son fils, nous avons surmonté une dure épreuve, mais sache que la route que nous devons parcourir sera longue et difficile. Le 3 mars 1956 sera dorénavant reconnu comme la date de l'indépendance du Maroc. Dans le royaume reconquis, le sultan Sidi Mohamed Ben Youssef sera consacré et connu comme le roi Mohamed V. Il aura comme première responsabilité de doter ce pays d'une constitution, d'une armée et d'un gouvernement. اللهم اجعله امينا على هذه الامه اللهم انصره ولا تنصر عليه اللهم اجعل الخير على يديه اللهم ارحمنا بالمطر اللهم ارحمنا بالمطر اللهم اجعلنا مؤمنين تائبين رائعين لله رب العالمين اللهم اجعل هذه الحفله المباركه في سبيل الله اللهم اجعل هذه المجموعه من المعلمين هؤلاء الذين يقومون بهذا الاعمال اجعله خالصا لله في صحائفهم يوم لقاء الله. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. والعشق يصلي عليه الله الله صلي عليه. Pour retrouver sa liberté, le peuple marocain a dû sacrifier des milliers de ses enfants. Aujourd'hui, 1500 garçons seront circoncis selon les préceptes de l'islam, pour symboliser par le sacrifice l'alliance de Dieu avec Abraham. De sacrifice en sacrifice, le Maroc a accédé au XXe siècle. Entre la colonisation et la tradition, la monarchie et la démocratie, le passé et le présent,
ce peuple saura-t-il trouver l'équilibre qui lui permettra de conserver ses origines et être une nation moderne? Au milieu de ces cris stridents, de ma propre angoisse, de ces mères en larmes et de cette musique douce qui tentait de masquer tant de douleur, j'ai eu l'impression de toucher l'âme du Maroc. Jamais, sinon en ces lieux, je n'ai senti avec autant d'intensité la force du foi, le dévouement d'un peuple que rien ni personne ne semblait pouvoir abattre. En promettant l'avènement d'une monarchie constitutionnelle, Mohamed V formera son premier cabinet de coalition, accordera à tous les citoyens marocains le libre exercice des droits et libertés publiques et s'affirmera très vite un grand leader parmi les nouveaux pays indépendants du tiers-monde. À 28 ans, après avoir été nommé chef des forces armées royales, Moulay Hassan sera désigné prince héritier, successeur légitime au trône alaouite. Mohamed V fixe un double objectif qui va dominer la vie du Maroc contemporain. Faire coexister l'islam avec des institutions modernes et allier légitimité du trône et souveraineté populaire. Avec cet héritage qu'il lègue à son peuple, Mohamed V meurt le 16 février 1961 pour être remplacé par le roi Hassan II. Au Maroc, tout, de la geste nationale aux petites misères de la vie quotidienne, se dit et se fait en musique. Les Marocains sont un peuple de chanteurs et danseurs. Nous avons rencontré un peuple aux réserves de bonheur inépuisables. Le malheur peut l'atteindre, mais rarement l'abattre. On a souvent comparé le Maroc à un arbre qui prend ses racines en Afrique noire et dont le feuillage se répand en Europe. Reste à savoir si cet arbre sera assez bien irrigué pour permettre de nourrir tout un peuple. 2 ans après que le Maroc eut fêté sa liberté retrouvée, mes parents décidèrent brutalement, en tant que juifs, que nous quitterions le Maroc. Mon père pour ne plus jamais y retourner, moi pour y revenir 26 ans après, renouer avec mon passé. Mais dans cette quête du temps perdu, j'allais découvrir avec les yeux de l'adulte un Maroc de 23 millions d'habitants, bien différent de celui que j'avais connu dans mon enfance. Entre ce passé idéalisé et ce présent souvent déchirant, la mémoire allait ravaler le souvenir.
Mohamed V, père de la nation marocaine, meurt subitement en 1961. Le choc est immense. En effet, il jouissait d'une dévotion populaire peu commune. Il incarnait les espoirs d'un peuple uni dans sa lutte pour la colonisation. Durant 5 ans, il jeta les fondements d'un État moderne. Mais beaucoup restait à faire. Assurer le développement d'un pays qui avait subi la colonisation française, forger un système politique qui concilie la tradition marocaine et une ouverture sur le monde. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sha'ban al-Azz. Il appartenait à Hassan II, 35e héritier de la dynastie, d'assumer l'héritage et de relever de nouveaux défis. On ne peut comparer l'incomparable, dans ce sens que mon père, que Dieu ait son âme, n'a régné sur le Maroc indépendant que 5 ans. 56-61. Le serviteur de Dieu et des Marocains qui est devant vous, va vers sa 25e année. Il y a en réalité similitude et divergence. Similitude parce que il aurait voulu restituer le Sahara. L'aurait fait par la marche verte ou pas, c'est une affaire. Il aurait voulu certainement une constitution pour son pays, puisque je n'ai fait que répondre aux promesses qu'il avait exprimées. Aurait-il fait la même constitution ou pas? Je n'en sais rien. Pascal disait le style c'est l'homme. Et le plus dangereux dans cette affaire, surtout lorsqu'il y a une adoration entre du fils pour son père, c'est de vouloir absolument singer son père. Je n'ai jamais voulu singer mon père, ni faire exactement ce qu'il aurait voulu de la façon qu'il aurait employée. Je recherchais à réaliser ses buts, à poursuivre son œuvre, mais à travers mon style et mes propres. Maintenant, l'histoire jugera si mon style était bon ou pas. En décembre 1962, Hassan II soumet une constitution au référendum populaire et assure ainsi son pays d'un système démocratique et parlementaire tout en réservant des pouvoirs décisifs aux souverains. Les premières élections traduisent la vitalité du pluralisme politique marocain qui s'impose comme une expérience originale dans les pays du tiers-monde. Je pense que la constitution marocaine a certains aspects plus positifs que la constitution française, à mon avis. Je n'ai pas à faire la critique de l'une ou de l'autre. Mais je pense que pour un lecteur averti, ou un professeur de droit, ou un juriste, ou une personne qui aurait la pratique des constitutions, il verrait quand même, par exemple, notre conception du Sénat. Vous n'êtes pas en France. En France, chez vous, le Sénat est un frein, une chambre de réflexion. Tandis que la chambre des conseillers, moi, va être un moteur, car elle est plaquée sur ceux qui travaillent, qui rendent, qui réalisent l'agriculture, le commerce, l'industrie, l'artisanat, les groupements syndicaux, chose que vous n'avez pas. Ça, à mon avis, c'est la grande innovation de cette constitution. C'est cette poussée par la base. La lutte pour l'indépendance s'est conjuguée avec une mobilisation ouvrière et la formation de l'Union marocaine du travail. Un syndicalisme indépendant s'affirme dans les années 60, traduisant les aspirations d'un jeune prolétariat qui œuvre dans les industries, les travaux d'infrastructure et les ports. La majeure partie de la population demeure cependant enracinée au sol, tentant au fil des jours et des saisons d'assurer le pain quotidien. Pari difficile, sinon impossible à tenir, avec une moisson annuelle de naissance parmi les plus élevées au monde. Hassan II pressent le drame.
mesure que l'accroissement démographique demande le développement agricole plutôt que l'industrialisation massive. Dans un pays où les sécheresses cycliques sont coûteuses pour les paysans, de grands travaux hydrauliques s'imposent. 12 nouveaux barrages sont aménagés. Le morcellement et la redistribution des terres sont pratiqués. La mécanisation et le crédit agricole soutenus. Néanmoins, l'aristocratie foncière veille au grain. 3% de la population. Elle contrôle 30% des terres cultivables. Le défi demeure en dépit des acquis. L'exode rural se poursuit et prend de plus en plus une allure irrésistible. La ville apparaît alors aux paysans sans terre d'un attrait magique. Le fellah espère trouver un gagne-pain et un monde meilleur pour ses enfants. Casablanca, métropole moderne dont la population est aujourd'hui de 3 millions d'habitants, symbolise tous ses espoirs. Ville grouillante, lieu de négoce des grandes entreprises, on y couvre un autre rythme, d'autres bruits, des concitoyens venus d'ailleurs. Casablanca, ville déversoir, double sa population tous les 10 ans. L'explosion urbaine rend malaisés l'effort étatique d'aménagement et beaucoup de sans-abri n'ont d'autre horizon que celui des bidonvilles qui ceinturent la ville. Entre Fès, l'Andalouse et Marrakech-la-Rouge, d'importants travaux de télécommunications et d'hôtellerie permettent au Maroc de développer son industrie touristique. Les splendeurs de ce royaume ancien et moderne ne cessent d'intriguer les visiteurs. Mais pour les Marocains, l'emploi, c'est aussi et surtout dans les petits ateliers artisanaux et dans l'industrie légère qu'ils le trouvent. Nous sommes loin ici d'un Silicon Valley. Des milliers de Marocains ont fait l'expérience du travail mécanique et technique dans les mines de phosphate, dans les petites entreprises du textile ou de l'agroalimentaire. L'État a un rôle moteur comme premier employeur et investisseur du pays, mais il ne peut tout faire. En attendant, des mutations profondes de sociétés marocaines sont perceptibles. Au seuil du désert, comme dans les villes, les Marocains ont échangé l'âne pour la mobilette. Objet de statut social, la mobilette deviendra-t-elle ici ce que la bicyclette est aux Chinois? Monarque droit divin, prince l'islam, Hassan II est aussi un juriste et un homme d'État déterminé. Sa politique extérieure est à la fois active et constante dans ses principes. Premièrement, consolider le grand Maghreb arabe au nord de l'Afrique. Deuxièmement, renforcer la coopération franco-marocaine. Sire, en accueillant officiellement à Paris votre Majesté, je tiens à vous dire quel prix nous attachons à votre visite. Ici, vous êtes, sire, par excellence, le bienvenu. Vive le Maroc! Hassan II se lie aux États-Unis, dont le poids dans les affaires mondiales est sûr, tout en gardant cependant des liens d'amitié avec les pays socialistes. Modéré, le roi joue un rôle de médiateur au sein du monde arabe, dont le Maroc est partie intégrante.
le pays profond, la sécheresse brûle la terre. L'explosion démographique ne laisse guère de répit. Pour une population dont près de 40% sont berbères, migrer en ville, c'est aussi faire l'apprentissage de la solitude, de la course effrénée pour trouver un emploi, souvent mal rémunéré. Le cas échéant, l'oisiveté forcée, la promiscuité des bidonvilles éveille les frustrations, parfois la violence sociale, comme ce fut le cas en 1965 à Casablanca. Les archives. Oui. Voilà, monsieur le sergent des archives. L'État marocain a hérité du protectorat français un système bureaucratique centralisé où les sujets doivent obéir à l'autorité qui a le culte des fichiers et des dossiers. Pour des fonctionnaires aux revenus modestes, ce pouvoir en dissimule d'autres. Ici, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un rôle 72. Tu fiches de carte d'identité de 1972. Ah, depuis 1972 oui, jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est les fiches de tout le monde. Oui, oui. C'est le registre ici. Qui sont enregistrés ici, oui. 72, 73, 94. Toutes les années. Alors, ça, c'est ce monsieur qui a fait l'application. Ah oui, il y a des gens réservés pour continuer à passer la feuille d'application. Pas grave. Ça, c'est une photocopie de la carte nationale. Les impôts, les constructions et les exportations. C'est ça, ça se passe qu'elle a reçu des denrées alimentaires. Voilà, exactement. Chaque élève est là, fiche. Ici, donc, les femmes viennent pour prendre des cours et des... Ah oui, cours des cours. Et qu'est-ce que c'est ce grand tableau? Ce sont les mères des enfants qui sont inscrites dans le centre. Elles reçoivent des leçons et ensuite d'études et des racines. Monarque, roi, couronne, palais. Autant de mots qui suscitent des images et évoquent des mystères. Qu'est-ce donc que le métier de roi? Et qui est Hassan II? En général, je commence ma journée assez tôt, à partir de 9h15, 9h30. Je commence à travailler pendant mon petit déjeuner. Et par la suite, vers 10h30, je prends un exercice physique quelconque. Quand je peux monter à cheval, je monte à cheval. Quand je ne peux pas, je joue au golf. Pendant ce laps de temps, du reste, les choses continuent à se traiter, soit par téléphone, soit par ordre à donner et à recevoir. Je déjeune en général entre 1h30 et 2h. La plupart du temps avec quelques ministres. Après un repos, bien je reprends mon travail entre 17h et 17h30. Ce travail n'est pas toujours le même. Il peut aller, comme vous avez pu le constater depuis la présidence d'un conseil des ministres, à une commission interministérielle, à la remise de fonctions, de haut grade dans l'administration civile ou militaire. Il se peut aussi que je reçoive des gouverneurs ou d'autres fonctionnaires. Et puis, à partir de 7h30, je rentre chez moi. Toujours avec énormément de courriers à signer, des avis à donner, des orientations, des directives. Et ça n'arrête pas. Quel est le personnage, le roi Hassan II? Il est certain que ce personnage change beaucoup, tant vu par soi-même, selon les états d'âme et les moments, que vu par les autres. Et même en pleine subjectivité, le sujet ne peut pas être analysé de la même façon ni sous tous les angles. Par exemple, quand je me juge et que je juge mes actes, ça dépend du moment, du cadre, de l'heure et la journée, le travail accompli, des problèmes en suspens, de la façon dont certains ont été résolus. Il est certain que le jugement n'est pas toujours le même. Je pense que tout jugement porté sur ma personne maintenant, dans l'état actuel des choses,
dans cette bouilloire qu'est l'humanité, dont on ne sait s'il faut aborder ces problèmes démographiques ou ces problèmes de nutrition, ces problèmes d'équilibre social, ou ces problèmes de paix familiale. Il est certain qu'on voit mal le cheminement que peut faire un petit navire sur cette bouilloire. Mais l'humanité ne peut pas permettre, dans cette deuxième moitié du XXe siècle, de porter un jugement quasiment définitif sur un responsable à l'échelon étatique. Très tôt, tant de l'extérieur qu'à l'intérieur du royaume, Hassan II doit affronter les risques du métier. La frontière entre l'Algérie indépendante et le Maroc demeure incertaine. Elle est à l'origine de la guerre des sables qui, en 1963, les opposera dans la région du Tindouf, près des marches saharines. Le retrait des troupes marocaines laisse entier le contentieux. En 1965, Mehdi Ben Barka, leader prestigieux de l'opposition marocaine, disparaît à Paris. On pointe du doigt le ministre de l'Intérieur, le général Oufkir, et une crise diplomatique éclate entre Rabat et Paris. Des épisodes shakespeariens secouent la monarchie en 1971-72. 2 complots, 2 putschs militaires visent à supprimer le roi. Lors d'une réception au palais de Skhirat en juillet 1971, des conscrits tirent aveuglément sur tout ce qui bouge. Hassan II s'en tire indemne. Le scénario reprend 1972, alors que le Boeing du roi est pris en chasse par l'aviation militaire. Mitraillé, le Boeing arrivera à se poser à Rabat, où Hassan II découvre avec stupéfaction que le comploteur n'est autre que son homme de confiance, le général Oufkir, qu'on retrouvera mort. Vous avez été déçu, trompé, trahi même. Vous savez, comment expliquez-vous ces trahisons? Vous savez, il est déjà tellement difficile d'expliquer ce qui se passe en soi qu'il serait prétentieux de décrire ce qui peut se passer dans l'esprit d'autres personnes. D'autant qu'il y a certaines dont je préfère ne pas parler. L'amitié est une chose nécessaire. Un homme qui n'a pas d'amis n'est pas un homme. Et je préfère encore, personnellement, être victime d'une amitié plutôt que d'être l'assassin d'une amitié. Je préfère que... Je ne dis pas que ce soit du masochisme, mais je préfère qu'il soit dit que j'ai été trahi plutôt qu'il soit dit que j'ai trahi une amitié. Je sens personnellement que je ne suis pas moi-même dans un certain nombre d'interviews que j'ai accordées depuis 1 an, 2 ans. Je ne suis pas moi-même parce que j'ai l'impression, vraie ou fausse, que il y a une sorte de curiosité un petit peu morbide, comme celle de ceux qui vont au cirque, pour voir un petit peu de près ce phénomène qui a échappé 2 fois d'une façon miraculeuse à ce que les ordinateurs auraient barré d'un seul coup. J'ai horreur d'être la vedette, j'ai horreur d'être interviewé, j'ai horreur d'être sollicité parce qu'il y a un événement qui amène la curiosité des gens. Étant personnellement très respectueux de la vie des autres, je n'aime pas le côté exhibitionniste. D'autres auraient tout fait au lendemain de ce qui leur est arrivé pour piller les gens et qu'ils viennent le voir. Je peux vous assurer que j'étais personnellement tellement déçu par certaines presses que je suis prêt à payer pour que personne ne vienne plus me voir. Pensez-vous que le général Oufkir est trempé dans le complot de Skhirat et dans la négative? Mais d'une façon générale, je peux vous dire une chose, c'est que tout le monde, toute la presse française se posait la question. Comment est mort Oufkir? Pourquoi est mort Oufkir? Qui est Oufkir? Mais aucun d'eux ne se posait la question, comment allait mourir Hassan II?